Donc, merci. Donc, on va voir la surveillance des cancers du poumon opéré. En fait, quand on parle de cancer du poumon opéré, ça nous projette vers un traitement chirurgical radical. Donc, on pense que ça pourrait être la guérison du cancer bronchopulmonaire. Mais en fait, la surveillance s'impose pour ce type de cancer du poumon qui sont opérables. Alors, au cours de cet exposé, on va essayer de répondre à trois principales questions. Comment justifier la surveillance de ces cancers du poumon opérés alors que ce sont des cancers qui ont un bon pronostic? Quels sont les moyens à notre disposition pour surveiller ces patients? Et enfin, quelles sont les modalités de suivi de ces patients-là? Alors, donc la chirurgie, donc ça reste un traitement de référence des cancers du poumon. Il y a la possibilité toujours d'associer une chimiothérapie, voire une radiothérapie, et la survie reste donc, ce sont des tumeurs qui sont dotées d'une bonne survie, avec une survie qui peut atteindre 41 à 90%. Alors, quel est le problème en fait? Les principales complications de ces tumeurs, voilà, les principales causes de décès de ces patients opérés, c'est essentiellement la récidive et le cancer secondaire. Ce sont deux principales complications qui viennent assombrir le pronostic de ces cancers du poumon, dont le pronostic est initialement donc favorable. Alors la récidive, ça reste quelque chose d'assez fréquent. Donc selon cette étude qui est publiée en 2018, qui a donc colligé environ 2500 patients. Donc on voit bien que le taux de récidive, ça atteint environ 70% les 3 premières années. Donc ce taux de récidive va dépendre principalement du stade de la tumeur, avec un taux de récidive qui va être beaucoup plus important pour les tumeurs d'un stade avancé, principalement les tumeurs de stade 3A, avec un risque de récidive qui peut atteindre 50% les 2 premières années. Donc le risque de récidive, ça reste quelque chose de très important qu'il faut en tenir compte dans la surveillance de cancer du poumon opéré. Alors dans cet histogramme, dans cette étude publiée en 2014, donc ce qui en gris sombre, c'est les stades 3A, donc c'est les stades avancés, et en gris clair, c'est les stades moins avancés, donc c'est essentiellement les stades 1 et les stades 2. Donc on voit bien que le risque de récidive chez ces patients va diminuer tout au long du suivi évolutif, mais avec un risque qui reste beaucoup plus important les 2 premières années, voire les 3 premières années. Donc cette caractéristique de décroissance de la récidive tout au cours de l'évolutivité de la maladie va être donc un élément qui va préconiser et qui va donc préconiser les éléments de la surveillance. Alors, le risque de récidive après chirurgie, donc ce sont pour les tumeurs de stade 1 à 2, donc c'est environ de 6 à 10% par personne et par an les 4 premières années, avec une diminution de 2% chaque année. Donc, les principales causes de récidive, ça reste essentiellement le stade avancé de la tumeur, mais on peut retrouver d'autres facteurs qui peuvent interagir et qui peuvent donc interagir dans la survenue de récidive. Ça peut être la biologie tumorale agressive, ça peut être une maladie métastatique non diagnostiquée au moment de la chirurgie, ou bien ça peut être dans de rares cas une résection infralobaire ou insuffisante, mais le principal élément qui conditionne les récidives, c'est essentiellement le stade avancé de la tumeur, essentiellement donc les stades 3A. La deuxième complication qui vient assombrir donc le pronostic de ces tumeurs opérables, c'est ce qu'on appelle les tumeurs secondaires. Donc en fait, les tumeurs secondaires, elles peuvent être définies par 3 éléments. Soit c'est une tumeur dont le profil histologique est différent de la première tumeur, soit c'est un profil histologique qui va être comparable à la première tumeur, mais qui va être diagnostiqué 2 ans après. Ou bien, troisième élément, c'est une tumeur qui a un profil histologique comparable à la première tumeur, mais diagnostiquée moins de 2 ans après la première tumeur, mais avec une localisation différente dans un autre lobe ou un autre poumon, donc en l'absence d'une atteinte lymphatique dans des territoires communs. Donc là, la limite ou bien la barrière entre récidive du cancer du poumon ou bien cancer secondaire, ça peut être difficile à établir dans certaines situations, mais en fait la finalité, elle est la même. Il faut diagnostiquer précocement ces 2 complications pour
pour donc établir une bonne surveillance. Alors, qu'en est-il de l'évolutivité de ce cancer secondaire? Donc, en fait, c'est un risque qui reste non négligeable. C'est un risque qui peut atteindre 20% jusqu'à 10 ans après la chirurgie. Donc, c'est un risque très, très important. La particularité de ce risque, c'est l'évolutivité dans le temps. Donc, c'est un risque qui évolue de façon linéaire dans le temps sans jamais atteindre un plateau. Et ça, c'est très, très important dans la prise en charge des patients en post-opératoire, c'est de tenir compte de ces cancers secondaires qui peuvent survenir. Alors, si le principal facteur de risque des récidives du cancer du poumon opéré, c'est essentiellement le stade de la tumeur initiale, qu'en est-il des facteurs de risque pour développer un cancer secondaire, donc suite à une chirurgie? Alors, les principaux facteurs de risque, ça va être essentiellement l'âge de la première tumeur, donc l'âge de diagnostic de la tumeur primitive, c'est le type histologique, c'est essentiellement donc les carcinomes épidermoïdes et les carcinomes à grandes cellules. Et en troisième lieu, c'est le stade tumoral de la tumeur initiale. Et là, contrairement aux récidives, on va avoir essentiellement les tumeurs d'un stade précoces qui vont se compliquer d'un cancer secondaire, et comprend bien pourquoi, parce que les cancers qui ont les stades qui sont précoces, c'est des stades qui sont dotés d'une survie beaucoup plus importante, et donc il y a beaucoup plus de risques de diagnostiquer ce cancer secondaire qui va apparaître de façon beaucoup plus tardive par rapport aux récidives. Alors, le risque est d'autant plus important pour le sujet âgé, et il est d'autant plus important, comme je l'ai déjà dit, pour essentiellement les carcinomes épidermoïdes et les carcinomes à grandes cellules. Alors, toujours l'évolutivité dans le temps, ça va être une évolutivité linéaire sans jamais atteindre un plateau. Donc, c'est une évolutivité avec un risque qui va augmenter tout au long de l'évolutivité en post-opératoire, et ça, donc, c'est très important à prendre en considération. Alors, concernant le type histologique de cette tumeur secondaire, généralement et dans la majorité des cas, on va retrouver le même type histologique par rapport à la tumeur primitive, et ça a été démontré dans plusieurs études. Par ailleurs, donc, comme j'ai déjà dit, c'est essentiellement les tumeurs localisées, donc ce sont les tumeurs d'un stade précoce qui vont se compliquer d'un cancer secondaire. Un autre élément très important, c'est le rôle du tabac. Donc, on peut penser que pour les sujets qui ont été opérés, donc qui ont bénéficié d'un traitement radical, donc généralement ces sujets vont arrêter le tabac, et donc on peut penser que le risque peut diminuer. Néanmoins, donc ça a été démontré que le risque reste le même. Donc d'ailleurs, dans cette courbe, vous voyez bien que pour le sujet tabagique, que pour les sujets non tabagiques, ce sont deux courbes qui sont presque superposables, et donc le risque, il reste aussi bien important pour les sujets tabagiques que pour les sujets non tabagiques, et ça c'est très important. Donc la surveillance doit être vigilante, doit être aussi bien vigilant pour les sujets tabagiques que pour le sujet non tabagique. Alors ici, pour comparer ces deux types de complications qui sont essentiellement les récidives et les cancers secondaires. Donc pour les récidives, c'est essentiellement des complications précoces, ce sont essentiellement les 2 à 3 premières années. Ce risque va diminuer tout au long de l'évolutivité dans le temps, contrairement au risque de cancer secondaire. C'est un risque qui va être beaucoup plus tardif, et c'est un risque qui va augmenter dans le temps sans jamais atteindre un plateau. Et là, donc ça peut conditionner la surveillance de ces patients opérés. Donc, les patients opérés d'un cancer sont à haut risque de récidive et de deuxième cancer. Donc, l'intérêt, c'est de détecter le plus tôt possible, tout en sachant que dans le post-opératoire immédiat, essentiellement les 2 à 3 premières années, la principale complication, c'est les récidives. Mais au-delà de 3 ans, c'est essentiellement des cancers secondaires, et qui vont dépendre essentiellement d'un âge avancé, du type histologique, mais aussi d'un cancer qui est à un stade précoce. Alors les donc la surveillance, elle est justifiée pour ce type de patients qui ont bénéficié d'une chirurgie. Qu'en est-il actuellement? Quels sont les outils qui vont être utilisés pour la surveillance de ces patients? Et la troisième question, quel est le rythme de surveillance pour ces patients? Alors, quels sont les outils à notre disposition pour la surveillance de ces patients opérés? En fait, le premier outil le
le plus facile à utiliser, c'est essentiellement la clinique, donc c'est l'examen du patient. En fait, la prévalence d'une récidive ou d'un cancer secondaire était dans cette étude, il était de 23%, soit environ 70% des patients étaient asymptomatiques au moment du diagnostic. Et donc, vous pensez bien que la clinique reste insuffisante pour poser le diagnostic positif d'une récidive ou bien d'un cancer secondaire. Elle doit être impérativement associée à d'autres éléments. Donc, les autres éléments, c'est essentiellement le scanner thoracique. Ça reste un examen qui est plus sensible, plus spécifique que la radiographie thoracique pour détecter les cancers essentiellement de petite taille avec une sensibilité et une spécificité non négligeables. Ça reste un examen coûteux. Par contre, il faut savoir que pour le scanner thoracique, il y a trois types de scanners qu'on peut utiliser dans la surveillance. Il y a le scanner habituel qu'on utilise avec une irradiation d'environ 8 millisieverts. Il y a le scanner, ce qu'on appelle à basse irradiation ou low dose scanner. Donc, c'est un scanner dont l'irradiation elle est d'environ 1,5 millisieverts. Donc, ça correspond à une irradiation naturelle d'environ 6 mois. Et un scanner minimal dose, donc c'est un scanner d'environ 0,2 millisieverts, ça se rapproche un tout petit peu de l'irradiation d'une radiographie thoracique. Alors le scanner low dose, c'est le scanner le plus utilisé dans les études, donc la seule différence, comme j'ai déjà dit par rapport au scanner habituel, c'est que c'est un scanner qui n'est pas injecté, donc c'est sans injection de produits de contraste, avec une faible irradiation. Troisième élément de surveillance, donc c'est le TEP scan, donc c'est un scanner essentiellement qui peut être utilisé dans les rechutes asymptomatiques. Ça reste aussi doté d'une sensibilité et d'une spécificité qui n'est pas négligeable. Le coût il est beaucoup plus élevé que pour le scanner. La disponibilité elle est inférieure au scanner thoracique dans notre pays, donc avec une irradiation qui est fait d'être beaucoup plus importante. Et le TEP scan c'est essentiellement la supériorité, essentiellement pour distinguer un aspect post-thérapeutique ou bien une rechute, ou bien pour détecter les rechutes extra-thoraciques. Donc, ce n'est pas quelque chose ou bien un examen qu'on peut utiliser en pratique courante de façon très banalisée. Bon, les autres outils de surveillance qui ne sont pas réellement disponibles dans notre pays, qui peuvent coûter cher, c'est ce qu'on appelle la recherche de cellules tumorales ou biologie liquide. En fait, l'invasion tumorale, ça va lorsqu'il y a une invasion des structures vasculaires. Donc, quelques cellules tumorales vont passer au niveau de la circulation sanguine et la dégradation de ces cellules va libérer l'ADN. Donc, la détection de cet ADN de cellules tumorales peut être un élément d'utilisation dans le suivi des patients opérés. Néanmoins, donc, dans cette étude qui a été publiée en 2020, on voit bien que pour les sujets, que ce soit pour la survie globale ou bien pour le taux de récidive, il n'y a pas réellement une différence statistiquement significative chez les sujets chez qui on a pu détecter ces cellules tumorales par rapport aux sujets chez qui où on n'a pas détecté ces cellules tumorales circulantes. Donc, les moyens à notre disposition, c'est essentiellement la clinique et l'imagerie, principalement le scanner thoracique classique et le scanner thoracique de basse fréquence. Donc, quel est le rythme de surveillance? Donc, on a vu que la surveillance, elle est légitime, elle doit se faire pour ces sujets qui ont bénéficié d'une chirurgie d'exérèse. Les moyens, c'est essentiellement la clinique et la radiologie. Qu'en est-il du rythme de surveillance? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans, étant donné que le risque de récidive il est très précoce, 2-3 ans, alors que le risque de tumeur secondaire il est beaucoup plus tardif, qui peut arriver jusqu'à 20% 10 ans après l'acte opératoire? Quelles sont les modalités pratiques de suivi? Et on va le voir, ce sont des modalités qui varient beaucoup. Il n'y a pas réellement de données solides. En revoyant la littérature, il n'y a pas réellement de données solides permettant d'émettre des recommandations. C'est essentiellement des avis d'experts. Alors, j'ai essayé
de regrouper les différentes études qui ont été réalisées concernant la surveillance et les modalités de surveillance de ces patients ayant un cancer du poumon opéré. Donc, il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2011, deux études rétrospectives à partir des registres américains, donc une étude publiée en 2018 et une autre en 2019. Et l'étude la plus récente, c'est un essai randomisé, publié par l'IFCT. Donc, c'est l'essai IFCT 03-02 qu'on va voir de façon beaucoup plus détaillée. Alors pour la méta-analyse, publiée en 2011, donc c'est une revue systématique des études qui va comparer les modalités de suivi et de surveillance des cancers bronchiques. Donc il y avait 9 études retenues avec environ 1600 patients. Alors les principaux résultats, c'est qu'il y avait une tendance à un bénéfice du follow-up intensif, donc la réalisation d'un examen clinique, d'une radiographie thoracique, d'un scanner thoracique pour les cancers bronchiques ayant bénéficié d'un traitement curatif, mais ce bénéfice n'est pas réellement significatif, avec des récidives asymptomatiques qui étaient associées à une meilleure survie, étant donné qu'elle était diagnostiquée beaucoup plus précocement. Donc, réellement, il n'y a pas un bénéfice significatif sur un suivi très intense de ces patients. Donc, ça reste en plus des études de petite taille et des études très hétérogènes. Les deux études rétrospectives, donc ce sont des études des registres américains, entre 2006 et 2007. Donc, ce sont des études rétrospectives observationnelles. Donc, ce registre documentant tous les examens réalisés, donc les rechutes, les nouveaux cancers et la survie jusqu'à 5 ans. Donc, le but, c'était de déterminer si l'intensité de la surveillance post-opératoire scanographique est associée à une amélioration de la survie à 5 ans. Alors, 3 formes de surveillance. Il y avait la surveillance à 3 mois, à 6 mois et à 1 an. Alors, les résultats, environ 4600 patients ont été colligés. Donc, on n'a pas retrouvé d'association significative entre l'intensité de la surveillance et la survie jusqu'à 5 ans, mais l'intensité de la surveillance est beaucoup plus importante pour les stades avancés. Autre étude, donc la deuxième étude rétrospective, c'est à peu près les mêmes résultats, mais en fait là, c'est un suivi sur 5 ans avec 3 groupes selon l'intensité de la surveillance. Donc un groupe avec une intensité de surveillance très très rapprochée tous les 3 mois, une intensité modérée tous les 6 mois et un groupe avec une intensité faible, donc c'est essentiellement une surveillance annuelle. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de différence significative entre les 3 groupes en termes d'intensité de la surveillance, aussi bien pour la survie globale que pour la détection des récidives locaux-régionales. Alors, l'étude la plus récente, c'est l'étude IFCT 03-02. Donc, c'est une étude de phase 3 randomisée. C'est une étude qui a été publiée en 2020, donc qui permet d'étudier la survie globale et la survie après récidive ou après un deuxième cancer pour les tumeurs de stade 1, 2 et 3A. La résection devrait être anatomique et complète, donc ce sont les critères d'inclusion, et les patients ayant bénéficié d'un traitement périopératoire, quel qu'il soit, étaient aussi inclus. Alors, les deux groupes, on avait un groupe avec une surveillance minimale et un groupe avec une surveillance maximale. Alors, pour le groupe avec surveillance minimale, c'est essentiellement la clinique et la radiographie thoracique et éventuellement un scanner thoracique si besoin. Et pour le groupe à surveillance maximale, c'est la clinique, c'est la radiographie thoracique, mais aussi un scanner thoraco-abdominal avec injection de produits de contraste et éventuellement donc une fibroscopie bronchique de contrôle. Alors, la surveillance était essentiellement tous les 6 mois les 2 premières années, puis par la suite, c'était une surveillance annuelle. Qu'en est-il des résultats? Donc, un total d'environ 1700 patients ont été inclus entre 2005 et 2012. Les tumeurs étaient essentiellement de stade 1 ou 2, donc 82% des cas. Donc, la chirurgie était une lobectomie ou une segmentectomie, donc 88% des cas. Et dans 39% des patients ont reçu une chimiothérapie post-opératoire avec ou sans radiothérapie. Alors, qu'en est-il des résultats? Donc, concernant la survie globale, il n'existait aucune différence de survie globale entre les deux groupes de patients, donc avec un taux de survie à 5 ans qui était de l'ordre de 66,7%, donc avec des groupes, vous voyez bien, qui sont superposables, donc il n'y a pas réellement un intérêt en termes de survie globale. Qu'en est-il en termes de survie sans récidive
ni second cancer. De même, il n'y a pas réellement une différence statistiquement significative. Néanmoins, on voit bien que la courbe verte, il y a une petite tendance à une amélioration. C'est la courbe qui correspond à une surveillance minimale. Pour les patients ayant récidivé précocement, donc avant 2 ans, donc il n'y a pas réellement une amélioration de la survie par rapport aux deux groupes de patients, qu'ils soient donc une surveillance minimale ou bien une surveillance maximale. Par contre, pour les patients ayant présenté une récidive ou bien un cancer secondaire de façon beaucoup plus tardive, là, on voit bien il y a une ébauche d'amélioration de la survie. Certes, elle est un tout petit peu, elle est significative, mais bon, cette amélioration de la survie, essentiellement pour les patients qui avaient bénéficié d'une surveillance qui était beaucoup plus intensive et donc avec une détection beaucoup plus précoce des tumeurs. Donc, quel suivi? Donc, la découverte d'événements tardifs au-delà de 2 ans, qu'il s'agisse de récidive d'une maladie peu agressive ou plus fréquemment de second cancer par le scanner thoraco-abdominal, pourrait améliorer la survie des patients opérés d'un cancer bronchique non à petites cellules. Cette constatation est finalement logique. Pourquoi? Parce que les récidives qui surviennent peu après la chirurgie, ça dénote d'une maladie agressive, souvent métastatique, donc les chances de guérison restent minimes. Par contre, les récidives qui surviennent beaucoup plus tardivement, donc la découverte précoce d'un nodule pulmonaire considéré comme un deuxième cancer a beaucoup plus de chances de faire l'objet d'un traitement curatif. En fait, cette étude, quelle est la principale conclusion? C'est que les deux types de surveillance, qu'elle soit une surveillance minimale ou bien une surveillance maximale basée sur la radiographie et le scanner thoracique, d'après cette étude, les deux types de surveillance se rapprochent. Néanmoins, donc, concernant notre pratique courante, que ce soit pour les pneumologues ou les oncologues, les habitudes sont profondément ancrées. Il est très difficile de changer les habitudes. Il est inconcevable pour nous, les médecins, de baser notre surveillance uniquement sur la radiographie thoracique au détriment, au risque de passer à côté d'une récidive ou bien d'un second cancer. Alors, d'autres études sont en cours selon le site Clinical Trials. Donc, c'est des études dont le recrutement a été clos en fin décembre 2023 et dont les résultats sont en cours, qui vont être prochainement étudiés. Donc, la première étude qui compare une surveillance classique par rapport à une surveillance basée sur un scanner basse fréquence. Et la deuxième étude, c'est une étude qui va comparer deux groupes de patients. Un groupe de patients qui va bénéficier d'une biologie moléculaire associée à un scanner par rapport à un autre groupe qui va bénéficier de recherche de cellules tumorales circulantes associées à un PET scan. Alors, si on veut résumer, quelles sont réellement les principales recommandations? En fait, que ce soit des recommandations européennes ou bien des recommandations américaines, ça se rapproche un tout petit peu. Donc, on voit bien que les 2 premières années, c'est essentiellement la réalisation d'un examen clinique avec un scanner thoracique tous les 6 mois. Par contre, de façon beaucoup plus tardive, au-delà de 5 ans, c'est essentiellement des scanners thoraciques basse fréquence associés à la clinique. Et là, la rythmicité va être une rythmicité annuelle. Ça aussi, donc, c'est à peu près les mêmes résultats. Donc, en conclusion et en conséquence sur notre pratique, est-ce que la surveillance de ces patients ayant été traités chirurgicalement est justifiée? La réponse oui, c'est justifié. Pourquoi? Parce qu'il faut détecter la récidive des cancers du poumon et les tumeurs secondaires. Quel moyen de surveillance? Donc, le principal moyen de surveillance est le scanner thoracique. Ce scanner thoracique va être un scanner à faible dose au-delà des 2 premières années et pas de place pour le moment pour le TEP scan et la recherche des cellules tumorales circulantes. Quel est le rythme de surveillance chez ces patients opérés? Donc, la surveillance va être radiologique tous les 6 mois, les 2 premières années, donc pour la détection des récidives, et au-delà de 2 ans, la surveillance va être radiologique annuelle, donc essentiellement pour la détection des cancers secondaires. Ça va se baser principalement sur des scanners
low dose et pas de données réelles pour la surveillance au-delà de 5 ans, bien que le risque de tumeur secondaire reste toujours présent au-delà de cette période. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Alors, une question très simple, est-ce que ce rythme est adapté en fonction du type de la résection, c'est-à-dire pour les réséctions qui ne sont pas anatomiques ou les réséctions des chirurgies intralobères, ou lorsque, comme est réalisé par exemple un survie ou bien un crash ganglionnaire radical, est-ce que c'est le risque de récidive théoriquement, c'est quelle est votre différence? Bon, théoriquement, ça peut l'être, mais réellement, en ce qui concerne la littérature et tout ce que j'ai pu trouver, réellement, il n'y a pas de corrélation. Voilà, il n'y a pas d'études qui ont mis en évidence donc, la corrélation entre le type de résection chirurgicale et l'impact sur la survie. Donc, généralement, si on dit des tumeurs résécables ou opérables, généralement, donc ça va être des tumeurs qui vont être résécables de façon complète. Mais réellement, en matière de littérature, je n'ai pas trouvé, c'est essentiellement les stades de la tumeur, que ce soit un stade 1, un stade 2 ou bien un stade 3A. Je pense que tu as pratiquement répondu maintenant. Est-ce qu'il y a eu des études par sous-groupe en fonction des stades? C'est à peu près ça. Parce que j'imagine qu'un stade plus avancé va avoir un risque de récidive. Est-ce qu'il y a eu des études en sous-groupe? Oui, en sous-groupe, oui. On l'a déjà vu. Donc, en sous-groupe, que ce soit, c'est essentiellement les récidives, c'est essentiellement pour les tumeurs de stade 3A et pour. Est-ce que ça impacte le rythme de suivi? C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire. Quelqu'un qui a une forme déjà avec des emboles vasculaires, avec une atteinte ganglionnaire, avec un envahissement de la paroi, je ne sais pas. Là, tout ce qui est agressivité, est-ce qu'on propose le même protocole de suivi en termes de périodicité ou pas? C'est un peu dans cet esprit. Est-ce qu'il y a eu des sous-groupes en fonction de l'étendue ou... Les sous-groupes, c'est essentiellement en fonction du stade de la tumeur. Donc, pour les tumeurs de stade 3A, c'est des tumeurs qui sont exposées essentiellement à un risque de récidive. Et donc, qui dit récidive, donc c'est un risque qui est précoce. Et donc, la surveillance, précocement, ça va être essentiellement les 2-3 premières années avec un rythme qui va être beaucoup plus fréquent. Donc, essentiellement, tous les 6 mois, on va réaliser un scanner thoracique. Donc, merci Hélène pour sa présentation. Là, on ne surveille pas le stade, on surveille le risque. On ne surveille pas le stade auquel il a été opéré, mais on surveille le risque ou des risques. Bien sûr. Donc, quel que soit le stade, on a le même risque, ou des risques différents, mais la surveillance est toujours la même. Quel que soit le stade, non. Non, le risque est différent. Mais même si le risque est différent, il y a toujours le risque. Voilà. Et ce qu'on ne peut pas évaluer, tout ça qu'on verra, c'est le génie évolutif de la maladie chez ce monsieur-là, qui est différent d'un monsieur à l'autre. Un stade 1, en évolutivité, en génie évolutif, peut être beaucoup plus évolutif qu'un stade 2 chez quelqu'un d'autre. Donc il y a un risque, il y a le pondérable, le stade qu'on connaît, il y a l'intolérable, le génie évolutif de la maladie. Ça, c'est une deuxième surveillance qu'on ne peut pas évaluer. C'est pour ça qu'on voit de la même façon des malades qui ont été opérés. C'est ce que, en fin de compte, c'est ce que j'ai résumé, c'est que le rythme de surveillance, en fait, il n'y a pas réellement de recommandations. Même si les études démontrent que la survie en matière d'impact sur la survie globale n'est pas significative, sur notre pratique courante, on ne peut pas réellement se permettre de ne pas surveiller un patient malgré qu'il a eu une résection complète. Merci, Dr. Donc, une dernière question par le